Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce matin bonheur. Nous sommes ici au cœur de la cité universitaire pour ce lundi, pour ce matin bonheur de la proximité, en milieu estudiantin pour voir un peu le quotidien d'étudiants. Et nous avons rendez-vous à la chambre 36 dans quelques instants seulement avec Nissa et sa collègue, sa voisine de chambre, avec qui nous allons discuter du quotidien d'un étudiant. Comment la vie estudiantine se passe dans la chambre, pour aller au cours, quelles sont les commodités. Suivez-nous, mesdames et messieurs, on y va. Elle est à la chambre 36. Chambre 36. Nous avons rendez-vous avec Nissa. Oui, bonjour. Bonjour Nissa. On peut entrer? Ouh là 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 là. On vous réveille là. Oh. C'est le matin bonheur et la RTI seulement qui peut vous réveiller comme ça. Comment ça va? Ça va, monsieur. Ça va bien? Ça va. Alors vous vous présentez, vous appelez comment? Je suis Missa Noël Alexia Banopo et je suis étudiante en licence 3 de droit privé. Et vous avez cette chambre-là depuis combien de temps? Asseyez-vous. Ça va faire Faites 3 comme chez ans. vous. Ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans que vous avez cette chambre. Et alors comment ça se passe? Comment vous l'avez eu? Et puis comment ça se passe au quotidien? C'est à cette heure-là que vous vous réveillez ou un peu plus tôt? Je l'ai eu par dépôt de dossier. Maintenant, je me suis levée un peu plus tôt parce que d'abord je traite des exercices et puis ensuite je vais maquiller. Ah, à côté de votre condition d'étudiante, vous êtes maquilleuse. Alors, votre voisine s'appelle? Elle s'appelle Ofudu. Je peux m'asseoir? Alors, là, nous, c'est matin bonheur. On vient au plus proche de vous. Désolé de vous avoir réveillé. Comment ça va? Ça va bien. Alors, vous êtes voisine depuis longtemps maintenant? Pas longtemps. Je suis là, ça fait 7 mois. 7 mois. Et comment ça se passe, le voisinage? Ça se passe très bien. On vit Alors, comme si on vivait en famille. est-ce que la vie en cité universitaire est difficile? Est-ce que c'est dur? Non, C'est pas dur? c'est pas dur. C'est pas aussi dur que ça. À part le voisinage avec la voisine, bon, comme on a une bonne voisine qui est aussi chrétienne comme nous, donc le voisinage, ça va. Mais pour la vie en cité, ça peut aller. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que vraiment vous puissiez vous épanouir? Oui, les conditions sont réunies pour mieux étudier. Alors, comment vous vous organisez? À quel moment vous êtes en chambre? À quel moment vous allez en salle d'études, les cours? On vient en chambre après les cours et on s'organise et ensuite on retourne dans les amphis pour aller réviser là-bas. D'accord. Et vous êtes dans quelle filière? Sciences, économie et de gestion. Alors, donc, ça c'est un voisinage, droit, sciences économiques. Oui, c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos étudiantes qui vont nous parler de leur quotidien. On va essayer de partir d'ici, dans la chambre, au cours, voir un peu comment elles s'organisent. La vie estudiantine au cœur de Matin Bonheur de la proximité. Merci d'être avec nous. Tout de suite, l'image du jour. Regardez l'image du jour, mesdames et messieurs, pour vous faire avoir le fou rire pour commencer cette semaine qui s'annonce avec beaucoup de promesses. On va petit à petit au milieu du mois de décembre. Matin bonheur, matin de la proximité. On se retrouve juste après, mais non sans un tour avec Alix Cocola. C'est à vous. Bonjour à vous Marcelin, et on quitte le Temple du Savoir pour un autre lieu de transmission. Alors de but en blanc tout de suite, je vous invite à suivre le coach Cool. Coucou championne, coucou champion. Le week-end s'est bien passé. On attaque cette semaine avec une nouvelle
Bien lancé. En position. Stop. On souffle. On passe au dernier mouvement de ce matin, après la pause. Hein. Et ça va ça. En position, bravo, on souffle, 15 secondes de récupération et on passe aux étirements. On y va, on grandit sur la pointe des pieds, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 et 5. Bravo. Rendez-vous demain matin, nouvelle séance de sport de qualité. Eh oui, merci au coach Koul et ses deux accompagnatrices qui nous invitent chaque matin comme ça à exercer quelques mouvements, de quoi nous réveiller, nous donner du tonus, surtout en ce début de semaine. Le tonus aussi passe par le petit-déj. L'histoire du petit déjeuner aujourd'hui nous mène à Banjul et voilà. Voilà, le voici. Aujourd'hui, nous sommes en Gambie, précisément en Afrique de l'Ouest, pour partager du choura guerté. J'espère que je le prononce bien, qui est ce mets-là, petit déjeuner consommé très tôt le matin, qui est fait à base de riz cuit au beurre d'arachide accompagné d'eau sucrée. C'est un petit déjeuner gambien. On le partage très tôt le matin avec toute la famille avant d'affronter la journée. Voilà, c'était notre petit clin d'œil du petit déjeuner ce matin. Dans quelques instants, on recevra Monsieur Renaud Kobia pour la revue de presse avant de retrouver Marcelin qui est toujours à l'université. Mais sachez qu'il nous reste 22 jours à parcourir avant d'atteindre 2020. 2020 qui nous ouvre ses bras bientôt, dans 2-3 semaines pratiquement. Et puis on a un prénom à célébrer aujourd'hui, Léocadie et ses variantes féminines, Léocadia, Léocadie, Léocadia et sa forme masculine, Léocade. Et nous on fait un gros bisou à Léocadie Koulibaly, dynamique chargée de production à l'Open Space. Voilà, le temps de retrouver Marcelin et de revenir, on se voit dans quelques instants. Retour, mesdames et messieurs, ici en cité avec Nissa et Ofumu, ces deux dames qui nous accueillent ce matin ici au cœur d'une chambre de cité universitaire à Cocody, à quelques minutes seulement de la maison de la télé. Là, il y a Ofumu qui est en train de faire un plat. Ofumu, c'est comme ça le matin, c'est vous qui préparez ici? Oui, c'est comme ça le matin, on prépare à tour de rôle. À tour de rôle. Oui. Ça a l'air bon, hein? C'est pour 2 personnes, mais il y a une 3e personne qui peut s'interposer. Oui. On a des amis qui viennent manger avec nous. Je ne parle pas des amis, moi je parle de moi-même. Oui, oui, vous pouvez vous imposer. D'accord. Alors dites-nous, honnêtement, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème, mais
dites-nous la vérité, est-ce que c'est facile de vivre en cité, honnêtement, loin des parents, loin loin des amis? Est-ce que c'est facile? C'est pas évident? Non, c'est pas facile, c'est pas évident. Parce que c'est plus le même cadre de vie. Maman n'est pas là pour te réveiller les matins, tu veux te lever toi-même, te laver, aller en cours, revenir le soir, préparer, pouvoir manger, puis aller réviser encore. C'est pas du tout facile. Et à quel moment, bon, vous avez cours tous les jours, c'est ça? Oui. Lundi jusqu'à aujourd'hui, vous avez Du cours? lundi au samedi. Aujourd'hui, c'est lundi, vous avez cours tout à l'heure à quelle heure? Cours à 9h. Quoi, 9 heures, cours de quoi? Cours de marketing. Cours de marketing. Alors, quand c'est comme ça, là, du lundi, à quel moment vous restaurez, vous allez vous promener, vous prenez, parce que vous êtes jeune? Comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Vous avez votre petite amie, vous avez quelqu'un, tout ça? Comment vous organisez tout ça? J'ai un petit ami, mais il n'est pas ici. Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur du pays. Oui, à l'intérieur du Quand il pays. vient à Abidjan, est-ce qu'il ne dort pas ici? Non. Il va dormir ici, puisque c'est une chambre de filles. On ne veut même pas que les garçons dorment avec les filles dans la même Justement, comment chambre. c'est organisé? Quand c'est une chambre de filles, les garçons n'y ont pas droit. Comment ça se passe? On peut recevoir les garçons comme visiteurs, mais ils n'ont pas le droit de dormir avec nous dans les chambres. Les recevoir jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h, 22h30. 22h, c'est devenu 22h30. Après, on va dire 23h. Eh, au fou. C'est jusqu'à 22h30. C'est jusqu'à 22h30. Les garçons n'ont pas le droit de dormir dans les mêmes chambres que les filles ici. C'est pas possible. D'accord. Et qui contrôle tout ça? Qui réglemente tout ça? On a un chef de palier voilà, qui contrôle tout ça et puis elle fait un rapport à la directrice. Oui, ça, c'est vrai? Et votre petit ami, lui, il est où? Il est à l'intérieur aussi? Non, je n'ai pas de petite amie. Eh, Nissa, Nissa, la nation te Non, regarde. Dis-nous la vérité. C'est la vérité. Parce que je me dis que quand il y a des relations en fait, qui peuvent nuire à tes études, déjà, tu n'as pas encore la maturité de pouvoir t'unir avec quelqu'un, c'est pas la peine. Nissa, la femme sérieuse. Eh, Nissa. Monsieur, Si jamais il y a quelqu'un qui est là, il est tapis dans l'ombre et puis il regarde, là, il sera déçu. Hein? Monsieur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, dites-moi les filles, quand vous arrivez comme ça, là, la chambre, là, elle est nue, il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a un réfrigérateur? Comment ça se passe? Il y a le lit, il y a les armoires, le placard, la douche qui est proprement aménagée. Maintenant, pour bosser, je me dis qu'il y a des salles d'études en bas. Donc, quand vous venez de l'école, soit vous faites ce que vous avez à faire et puis vous partez bosser. Mais moi, je préfère mieux bosser ici parce que c'est un peu tranquille que bosser dehors. Et quand vous recevez de la visite, est-ce que c'est commode d'avoir du monde, par exemple, dans cette petite chambre? Bon, c'est pas commode, mais on fait avec. Vous faites avec. Voilà. Vous faites avec. Ok, les filles, je vais vous poser une question. Vous savez, on n'est pas dupes. Vous êtes entre femmes. Des fois, il y a les petits palabres façon là. Hein? Des fois, c'est normal, hein? C'est humain. C'est normal, il y a toujours les petits palabres. C'est pas difficile de vivre. Entre vous deux, là, qui est la plus palabreuse? C'est moi. Ah bon? C'est moi. Ah, alors on était là reconnu. Donc comment vous gérez tous ces moments de tension? Parce que des fois, l'autre n'a pas envie que la lumière soit allumée, l'autre a envie de dormir, l'autre étudie. Ça c'est vrai. J'essaie de gérer parce que moi je suis quelqu'un, je me fâche beaucoup vite. Mais après je me calme. Je me dis quoi? Ce sont mes petites soeurs, puisque je suis la plus âgée de la chambre. Donc, ce sont mes petites soeurs, donc j'essaie de gérer avec. Sinon, c'est pas facile souvent. Vous avez des Cambodgiens, mais des Cambodgiennes ici? Parfois, on a des Cambodgiens. Quand nous sommes en temps de compo, parce que quitter peut-être Bingerville et venir composer à 7h30, c'est pas facile. Donc, on essaie de bosser jusqu'à minuit et dormir à Alliance. Expliquez à ceux qui nous regardent de l'extérieur qui ne savent pas ce que c'est qu'un Cambodgien. Ce sont des amis qu'on est belges. Normalement, des amis étudiants. Normalement, il y a 2 personnes par chambre, c'est-à-dire le lit A et le lit B. Mais avec les réalités de la vie et il n'y a pas de nappe C? Non, non. Il y a le lit A, le lit B, la nappe C, D. Mais avec les réalités, la cherté des choses, on est obligé d'héberger certains amis pour qu'ils puissent composer à temps. Okay. Alors, on a vu 2 filles là, 2 filles aller là-bas. Bon, le temps d'aller les rejoindre pour voir ce qu'elles font dans les escaliers là. Nous, on va passer l'antenne à M. Paul Arnaud Ekou, notre spécialiste de la sécurité routière, pour son thème du jour. Allez, Paul Arnaud, c'est à vous. Bonjour Marcelin, vous ne cesserez jamais de nous étonner avec vos incursions dans le quotidien des Ivoiriens. Vous nous avez ramenés aujourd'hui à nos années citées. Nous sommes ici sur le boulevard de l'université, à l'entrée du campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.
nous sommes ici pour traiter des mesures restrictives à la circulation routière. En effet, l'accès au campus fait l'objet depuis plusieurs années de certaines restrictions d'accès à des automobilistes, notamment les taxis-compteurs et les bus de la Sotra. Les nostalgiques se rappelleront qu'à l'époque, les cars déposaient les étudiants quasiment à l'époque des amphis. Et puis, face à certaines insuffisances des bus, les taxis sont venus en renfort pour le transport des étudiants. Les taxis-compteurs, les taxis communaux, communément appelés Woro-Woro, et les taxis banalisés. Mais aujourd'hui, aucun de ces véhicules que j'ai cités n'ont accès au campus. De même, les automobilistes qui avaient l'habitude de prendre cette voie pour éviter l'embouteillage du boulevard de France n'ont pas forcément accès parce que le campus est réservé à une certaine catégorie d'automobilistes et d'usagers de la route. Cette mesure de restriction suscite quelques questions. Pourquoi restreindre l'accès du boulevard de l'université, un boulevard si important pour les automobilistes et beaucoup d'usagers de la route? Et a-t-on vraiment le droit de restreindre l'accès à la circulation routière sur une voie publique, comme on le constate très souvent dans nos quartiers? On appelle mesure restrictive à la circulation routière toute limitation au droit de circuler librement sur la voie publique. Cette mesure peut se justifier par plusieurs raisons. D'abord, des raisons de sécurité. Pour la sécurité des riverains, on peut empêcher que des automobilistes utilisent la voie publique. La restriction d'accès à la voie publique aussi peut être commandée par des mesures de fluidité. On veut réduire les encombrements sur la voie et donc on va rationner la circulation routière. Et enfin, on peut imposer une restriction d'accès à une voie publique pour des raisons de santé et de tranquillité des riverains, pour empêcher la pollution atmosphérique, pour empêcher la pollution sonore. Au-delà de la situation des restrictions à l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il y a lieu de s'interroger sur toutes les restrictions qu'on constate sur les voies dans nos quartiers, avec parfois des mentions un peu burlesques, sur des panneaux improvisés ou sur des barrières interdisant, notamment aux taxis, d'y accéder à partir d'une certaine heure. C'est sur cette invitation à analyser plus en détail les restrictions de la circulation routière sur certaines voies publiques, et en l'occurrence l'accès aux taxis à certaines voies publiques, que je finis mon intervention. Et je vous rends l'antenne, Marcellin, en attendant la prochaine surprise dans l'inclusion du quotidien des Ivoiriens. Merci. J'ai croisé des étudiantes dans les escaliers. Elle vous l'a dit tout à l'heure, chacune a son rituel. Chacune a son rituel, puisqu'on est dans le palier des filles, on se lève à 2 h du matin pour prier, on révise tout ça. Bonjour mes très chers. Bonjour. Comment ça va? Oui, qu'est-ce que vous faites ici dans les escaliers avec un téléphone? Qu'est-ce que vous faites à cette heure? Vous êtes levé pour travailler, pour prier, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Comme vous avez dit, chacun son rituel. Juste essayer de parler un peu, méditer un peu, et puis aller un peu sur les réseaux sociaux. Matin, bonheur, les réseaux sociaux? Oui. Ah, vous n'étudiez pas? C'est les réseaux sociaux qui vous intéressent le matin? Si, on étudie même dans le téléphone. Ah, même dans le téléphone, on étudie? Oui, même dans Vous le avez téléphone. l'air fatigué, les filles, qu'est-ce qui se passe? Vous avez trop travaillé, quoi. Oui. Vous étiez en mode décapi? Non. Non, actuellement, on a un événement. Nous sommes hôtesses. Ah, Donc, en plus d'étudiante, vous êtes hôtesse? Oui, Ça vous fatigue? ça me fatigue. Vous êtes en quelle filière? Moi, assistante de direction. Et vous? Je suis en communication visuelle. Communication. La vie estudiantine est difficile ou facile? Abordable. Parce que dire que c'est facile, c'est pas facile. Dire aussi que c'est difficile, c'est pas difficile. Mais en tout cas, c'est abordable. On fera avec. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous énerve dedans? Qu'est-ce qui vous plaît? La liberté? On peut le dire. On peut le dire, mais pas forcément. Donc on essaye en fait de rester concentré. En tout cas, rester concentré le mieux possible. Ok. Merci les filles. On va vous laisser. Je peux passer au milieu? On va aller voir d'autres qui sont en bas là-bas. Allez, bon courage pour votre événement. Allez, top là. Je vous fais confiance. Allez, travaillez dur, ça va payer. Là, la cité s'est réveillée là. Là, on a la possibilité de se promener. Bon. Il y a d'autres qui ont commencé à aller déjà au cours en cette semaine qui débute. Et puis nous, on
on va retourner, hein, mesdames et messieurs, chez Nissa et Ofumu. J'espère en tout cas que leur sauce est prête, hein, parce que nous, on veut manger, c'est le matin également. Mais on va profiter de l'occasion justement pour aller à domicile avec notre spécialiste dans le volet service à domicile. Vous savez, vraiment ce spécialiste-là qui permet à chaque famille de vraiment aller au cœur de la résolution d'un souci. Nous sommes en fin d'année, bientôt les fêtes. En ce qui concerne les guirlandes, il faut beaucoup faire attention. Il faut savoir installer dans un premier temps et il faut d'abord à l'achat essayer chez le revendeur avant de l'amener chez vous à la maison. Ne placez jamais votre guirlande avec votre sapin dans l'angle du mur. Il faut le mettre près du mur, mais au moins à 30 cm environ. Et nous avons d'autres installations. Par exemple, les multiprises sur lesquelles vous allez mettre les guirlandes ne doivent pas être surchargées. Et de deux, il faut éviter de faire des branchements anarchiques chez vous pendant les jours de fête. Il faut mettre les moyens d'extinction pour ceux qui en ont à côté de vos installations. Et je reviens encore sur le problème des guirlandes. Le sapin est entrelacé par la guirlande. En cas de court-circuit, le sapin peut brûler. Raison pour laquelle il faut essayer, et je reviens là-dessus, il faut essayer d'abord avant de l'acheter. Comme moyen d'extinction et comme conseil de sécurité à domicile, on vous conseille d'avoir aussi un DAF, un détecteur de fumée, un détecteur automatique de fumée. Il est placé au salon et dans les chambres, pas à la cuisine. Et il est doté d'un avertisseur sonore. En cas de fumée suspecte dans votre maison, il va vous signaler. Et il a un rayon de 3 mètres carrés d'aspiration de fumée. Vous venez de suivre les conseils de sécurité à domicile concernant les fêtes. Et nous voici en présence d'un extincteur prêt à être utilisé. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Retour ici, mesdames et messieurs, avec notre base, la base Nissa et Ofumu. Nous sommes venus les rejoindre après cet élément relatif à service à domicile. Ce sont des femmes, hein, donc comme de temps en temps, il faut les laisser se préparer, tout ça. On peut entrer? Ok. Alors, on est de retour. Ah, il y a une nouvelle personne. Bonjour, madame. Mademoiselle. Vous appelez comment? Yvonne Moquet. Yvonne Moquet, vous êtes là pour hein? Chercher ma camarade pour qu'on aille ensemble au cours. Ah, vous avez tout à l'heure cours? Oui, oui. Ah. Travail dirigé. Ah, vous avez un TD? Oui, oui. Ah, vous êtes dans quelle chambre? De quel côté? Bon, je ne suis pas en chambre, mais je passe le matin la chercher. Vous êtes étudiante, mais vous n'avez pas encore une chambre. Exactement. Vous aimeriez avoir une chambre, hein? Bien sûr. Quand vous les regardez comme ça, vous les enviez un peu, hein? Voilà, parce qu'il y a la proximité, être plus à l'heure au cours, alors que être à l'extérieur avec les problèmes de transport, tout et tout, ça me fatigue un peu. Ça vous fait quoi de voir que votre meilleur ami n'a pas de chambre encore? Bon, c'est pas un peu... Vu qu'elle loge avec moi souvent, donc je me dis que... Est-ce qu'elle a le droit de loger avec vous souvent? Est-ce que c'est réglementaire? C'est pas réglementaire, mais... C'est toléré? C'est toléré, voilà. Et vous dormez ensemble sur ce lit-là? Oui, oui. Vous arrivez à tenir sur ce lit-là? Oui. Ah bon? Il n'y a pas une qui Non, non. coude l'autre? On ne se coude pas, on ne se coude pas, Bon, ça arrive. Il n'y a pas de palabre? Ça arrive, mais on arrive à gérer. Dites-nous, qui dort mal le plus en vous? C'est moi. Ah, c'est vous qui dormez mal le plus? Ah, d'accord. Oui, oui. Ah, vous dormez mal et puis vous voulez votre chambre vous seul. Ce sera pire alors. Non, bon, il y aura de l'espace, je pourrai rouler comme je veux. Je vous salue. Ah, en tout ok. cas, nous, on va aller vous accompagner, on va aller avec vous, voir un peu comment vous allez au cours, comment ça se passe. Aujourd'hui, on va vous déposer avec le véhicule de la RTI. Vous êtes prête? Vous avez votre sac? Oui, oui. On y va, mademoiselle Moquet. Voilà. Et voilà.
Voilà, le temps de la balade de Marcelin et ses jeunes étudiantes, nous revenons au plateau ici pour recevoir Renaud Kobia pour la revue de presse. Bonjour mon cher Renaud. Bonjour Alix. Alors, on parle tout de suite du RHDP qui a tenu un meeting ce week-end à Yamoussoukro. Et c'était à l'occasion du 26e anniversaire de la disparition de Félix Houphouët-Boigny. Cet événement est commenté par l'ensemble de la presse nationale. On démarre avec le Jour Plus qui lance à sa une hommage à Houphouët-Boigny, le film de rassemblement qui bat tous les records de mobilisation. Morceau choisi pour illustrer ce rassemblement, des propos du président Alassane Ouattara qui a déclaré notamment « Houphouët fut mon maître en politique, je m'emploierai à défendre son œuvre et sa pensée » ou encore pour les élections de 2020, personne ne sera exclu, y compris Ouattara lui-même. Retrouvez les images d'une cérémonie riche en couleurs dans le Jour Plus de ce matin. Et oui, et ce n'est pas le seul journal qui en a parlé, d'autres encore ont fait l'écho. Et oui, du jamais vu, c'est ce que barre à sa une le confrère Le Patriote pour qui le RHDP a pulvérisé tous les records de mobilisation. Et l'intelligent d'Abidjan nous offre une vision plus globale de l'hommage de Félix Houphouët-Boigny. Oui, le confrère livre un regard dénué de toute considération politique du 26e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. Pour l'intelligent d'Abidjan, tant qu'il y aura le RHDP, le PDCI et tous les autres partis, Houphouët vivra, vivra, vivra. Et la nouvelle est tombée ce week-end et les journées en font le relais. C'est la disparition du ministre Charles Dibi Kofi. Oui, on aurait tant souhaité que ce soit encore une rumeur à l'instar de celle qui a couru sur lui récemment. Mais hélas, cette fois, c'est vrai. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est éteint le samedi dernier. Charles Dibi Kofi a été emporté par le mal qui le rongeait depuis plusieurs mois maintenant. L'Inter, dans sa livraison de ce matin, révèle ce que l'ex-ministre de l'économie et des finances a confié sur sa maladie et c'est en ces termes « J'ai vécu des moments difficiles ». Et lueur d'espoir après plusieurs années pour les victimes des déchets toxiques. Et c'est le journal Le Sursaut qui l'annonce avec cette une. Nouvel espoir d'indemnisation pour les victimes des déchets toxiques. Le confrère donne des précisions sur les victimes concernées et sur ce qui s'est passé au tribunal du Plateau récemment sur cette affaire vieille de plus de 10 ans. Et une autre personnalité politique dans cette revue de presse dans le quotidien d'Abidjan. Et oui, et cette personnalité politique, c'est l'ex-président Laurent Gbagbo. Et le quotidien d'Abidjan donne des nouvelles sur son état de santé après ces images publiques qui ont fuité sur les réseaux sociaux et qui ont été largement commentées ce week-end. Le confrère livre à ce sujet les confidences de l'artiste chanteur François Kensi. Plus de précisions dans le quotidien d'Abidjan. Et un affrontement communautaire a fait plusieurs blessés dans l'est du pays. Et c'est dans la ville de Daoukro que cet incident est survenu. Selon Abidjan.net qui relate les faits, c'est lors d'un mariage qu'une bagarre généralisée est survenue entre des jeunes de diverses communautés. Le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile qu'on voit ici en image, dans un communiqué diffusé sur sa page officielle Facebook, a assuré qu'aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Et on referme cette revue de presse avec une citation d'un grand penseur ce matin. Oui, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cette citation est du célèbre physicien Albert Einstein. Et on vous souhaite tout au long de cette semaine d'avancer, avancer, avancer, toujours avancer vers l'atteinte de vos objectifs. Exactement. Merci à vous, Renaud. Et comme il a dit, il faut mettre un pas après l'autre et c'est sûr qu'on avance comme ça et surtout quand on est vivant. Merci à vous. On se revoit bonne demain. Semaine et surtout bonjour à Marco qui se trouve avec les étudiants. C'est sûr qu'il vous a aperçu depuis sa balade avec les étudiantes. Alors, nous aurons dans quelques instants le premier flash de Régis Kofi qui sera précédé bien sûr par le temps, la couleur du temps et la publicité. Mais avant, sachez que ce week-end-là, l'Afrique a brillé sur le toit de l'univers avec cette Miss Univers qui nous vient du pays de Madiba. Zo Zibini Tunzi a été élue Miss Univers 2019. Voilà, c'était pour ces quelques informations que nous avions pour aujourd'hui. Et notamment, aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre 2019. On célèbre quelques journées internationales, notamment la journée internationale anti-corruption, journée mondiale des nations contre la corruption. C'est
C'est une cérémonie de signature de la Convention qui s'est déroulée le 9 décembre 2016, date récemment adoptée comme journée internationale anticorruption. Et donc, chaque administration, nous sommes interpellés quant à la lutte contre la corruption. Et comme on le dit, s'il y a un corrupteur, c'est qu'il y a un corrompu. Donc, il faut faire attention pour rompre le cercle vicieux de ce circuit-là. Merci en tout cas de nous suivre. Marcelin poursuit sa cavalcade avec ses deux étudiantes. Et nous, ici, on vous offre maintenant le flash précédé de la météo. À l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le 9 décembre 2019, dont le thème est « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité », la Haute Autorité pour la bonne gouvernance organise le lundi 9 décembre 2019 une conférence avec 3 panels à l'immeuble de la CGECI Abidjan Plateau. Des activités de sensibilisation et de formation organisées par les comités locaux d'intégrité à l'intérieur du pays. Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Besoin d'amplifier la visibilité de vos marques et de celle de vos clients? Optez pour des programmes qui comptent, ceux du groupe RTI. Sur l'information, de 20h à 20h30, le JT de 20h sur RTI 1. Premier programme grand public. De 5h à 9h, la matinale de Radio Côte d'Ivoire. Premier en part d'audience. Sur le divertissement, de 5h55 à 7h30. Matin bonheur sur RTI 1. Deuxième en programme grand public. De 12h à 12h50. C'est midi sur RTI 1. Premier en part d'audience. De 21h à 23h. Carré Rose sur Fréquence 2. Premier en programme par excellence des adultes. Sur la fiction, de 20h50 à 21h50. Le Babyhood sur RTI 1. Premier en part d'audience des fictions du dimanche. De 16h à 17h. Le Bollywood sur RTI 2. Premier en programme de référence du lundi au vendredi. Et ce n'est pas tout. Les chaînes du groupe RTI, c'est 100% de couverture du territoire ivoirien. Les contenus les plus efficaces sont au cœur des programmes des chaînes du groupe RTI. RTI, la marque du service public. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous. Pour cette matinée, le sud connaîtra un temps nuageux avec des possibilités de pluie matinale sur le littoral. Dans la bande centrale et le sud forestier, on observera des réductions de visibilité dues au brouillard ou à la brume humide tôt le matin qui se dissipera pour laisser un temps partiellement nuageux. Le nord sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les variables de la matinée, on note 25 degrés la maximale à Abidjan, 24 à Diaké, 23 à Bondoukou, 24 dans la région du Béké, 23 à Daloa, 24 degrés Port-de-Ville, Dimbokro et Gagnois, 23 à Korogo, 20 à Mans, 22 à Odiéné, 23 à San Pedro. La ville de Sassandra affichera 22 degrés, 21 à Tabou et enfin 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. Dans l'après-midi, les vents secs occuperont la partie nord du pays avec un temps brumeux. Le sud forestier et le littoral observeront des orages isolés avec des averses de pluie notamment sur le sud-ouest. Dans la bande centrale, on aura un temps qui sera ensoleillé. Pour les températures de l'après-midi, on note 31 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 33 à Bondoukou, Boaké et Daloa, 34 à Dimbokro, 33 dans la région du Gor, la région du Poro affichera 35 degrés, 32 à Mans, 32 également dans la ville de Odiéné, 31 à San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 33 degrés à Yamoussoukro.
Merci de nous rejoindre dans ce bref regard sur l'actualité nationale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soulage des populations à Korogo. 900 malades atteints de cataracte et de hernie ont été opérés au centre hospitalier régional de la ville. C'est au cours d'une campagne lancée récemment. Ami Sissoko. 900 malades du Poro, dont 600 souffrant de hernie inguinale et 300 de cataracte, retrouvent le sourire grâce au soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a pris entièrement en charge leur opération. Tous ont été opérés au centre hospitalier régional de Korogo par 2 équipes de chirurgiens. C'est une anesthésie locale, donc on enlève le blanc de l'œil, que vous voyez à présent, et après maintenant on met à la place quelque chose qui va jouer le rôle de ce qui est devenu blanc, pour que le patient puisse bien voir à nouveau. Ça se fait très rapidement. La hernie inguinale est une grosseur sous la peau de laine entre l'abdomen et la cuisse. Elle survient lorsque l'intestin sort de son emplacement par un orifice abdominal. Elle peut apparaître à tout âge, être congénitale ou acquise sous le poids des efforts physiques répétés. Quant à la cataracte, elle résulte de l'opacification du cristallin, lentille transparente naturelle qui a une fonction visuelle. Elle est liée au vieillissement ou à des affections oculaires ou générales. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde selon l'OMS. Le seul traitement reste la chirurgie. Avec les nouvelles techniques chirurgicales, les patients peuvent désormais regagner leur domicile tout juste après l'opération. Là, j'étais venu faire consultation, on m'a dit 330 000. Je suis reparti à la maison. Bon, j'étais là-bas, après j'ai écouté la radio en disant le Premier ministre pour faire opération gratuite. Vraiment, on le remercie beaucoup. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à la prise en charge chirurgicale gratuite de nos parents sur la cataracte et l'hernie. Premier ministre, son souci majeur, c'est de permettre à sa population de recouvrer la santé. Cette campagne d'opération chirurgicale gratuite des personnes souffrant de cataracte et de hernie inguinale ne sera pas la dernière. D'autres campagnes similaires sont prévues au premier trimestre de l'année 2020 à Korogo. C'est aujourd'hui que démarrent les célébrations du 55e anniversaire du groupe Fraternité Matin. 55 ans, le temps de faire une pause et dresser le bilan. Venance Conan, justement, le directeur général, en parle. La presse papier traverse une crise sans précédent à travers le monde. Fraternité Matin, quotidien cinquantenaire, n'échappe pas à cette réalité. Le monde entier, les journaux papier ne se vendent presque plus. Donc, voilà, et ça nous a frappé. Depuis, je ne sais pas, 2015, 2016 par là, ça s'est accéléré. Pour surmonter cette épreuve, le quotidien gouvernemental a dû se mettre à l'évidence de l'ère du numérique. Nous, on a dû nous recentrer. Et aujourd'hui, l'avenir pour tous les médias, c'est le numérique. Donc nous avons beaucoup investi là-dedans. Malgré les investissements, l'entreprise n'arrive pas à tourner à plein régime. Il a fallu faire face à un plan social. Mais l'autre conséquence, c'est que nous sommes retrouvés avec un personnel qu'il fallait alléger. Ça nous a obligés à passer par un plan social. Ça a été douloureux, mais on n'avait pas d'autre choix. Après 55 ans de présence sur le marché, Fraternité Matin est le leader de la presse papier en Côte d'Ivoire. Une position qui ne fait pas oublier au directeur général les défis à venir. On a amélioré le contenu, on l'a recentré. Et nous sommes toujours leaders. Ça veut dire que ça a payé. Mais nous comprenons très bien qu'il ne suffit pas d'être leader, mais il faut pouvoir se maintenir à ce poste-là. Et comme je l'ai dit, on s'est recentré sur le numérique. Donc vous trouverez aussi notre journal numérique qui est en train de connaître une progression significative qui nous donne entièrement satisfaction. Dans un esprit de relance, le quotidien va marquer un arrêt pour faire le bilan de ses 55 ans. Un anniversaire, c'est l'occasion de s'asseoir, de faire son bilan et de se projeter dans l'avenir. Mais il n'y aura pas que le côté festif. J'ai parlé de cette réflexion sur la zone de libre-échange économique, là. Mais entre ces deux moments-là, entre le 9 et puis le 21, nous-mêmes, entre nous ici à Fratmat, on aura l'occasion de réfléchir. On a quelques idées, mais vous allez voir un nouveau Fraternité Matin. Journée portes ouvertes, un forum sur la zone de libre-échange dans l'espace UEMOA, un concert et un dîner gala sont les activités qui meubleront ce 55e anniversaire du groupe Fraternité Matin. Le reportage de Issa Yeo. 1100 militaires ayant au moins 13 ans de service ont été décorés à Boaké. Le reportage de Soro Corona. 192 militaires
issus de la 3e région militaire de Bouaké reçoivent la médaille des forces armées. Une distinction qui s'inscrit dans le processus normal de la carrière du militaire. À travers cette décoration, l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire honore et récompense ainsi le mérite du militaire ayant au moins 13 ans de service et sans être sous le coup d'une sanction disciplinaire. Ces militaires décorés se sont engagés à redoubler d'efforts dans le travail pour une armée réconciliée avec elle-même et avec les populations civiles. Ces décorations traduisent donc la reconnaissance de la haute hiérarchie pour le travail abattu pendant toutes ces années. Cela montre aussi que le commandement a un œil regardant sur l'évolution des militaires, des hommes qui ont choisi le métier des armes jusqu'au sacrifice suprême. Le général de brigade Kwame Julien, chef d'état-major général des armées adjoint, a exhorté les soldats à plus d'engagement pour une armée ivoirienne professionnelle et performante. Cette cérémonie est une exhortation pour fortifier davantage la foi des militaires en leur métier, afin qu'ils deviennent tous, autant les uns que les autres, non seulement de bons et vaillants soldats, mais aussi de bons et loyaux citoyens qui contribueront à l'édification d'une armée nouvelle, forte et professionnelle au service de la République et des populations. La médaille des forces armées est une décoration militaire instituée le 22 janvier 1858 par Louis-Napoléon Bonaparte. Ils sont 1100 militaires à recevoir ces médailles dans les 4 régions militaires de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est d'ici que prend fin ce 6h30. Madame, Monsieur, on se retrouve à 7h pour développer l'actualité africaine et internationale. Exactement, on vous retrouve donc dans une poignée de minutes. Merci à vous Régis Kofi. Et nous, on va retrouver Marcelin, mais sachez que la case Instant Vérité sera bien campée par la guirette Gabriel Zani, qui sera en compagnie de Monsieur Johnson Adiko, qui est président de la coalition patriotique pour l'émergence. Il s'agira de la coalition donc, dont il est responsable. Quel mouvement politique d'opposition? C'est dans quelques minutes. Le temps pour nous de retrouver Marcelin. Mesdames et messieurs, nous allons aller déposer Yvonne parce qu'elle a cours tout à l'heure. Le temps que sa copine Anissa puisse aller faire son gombo de maquillage, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire son activité annexe. Alors, Yvonne, ça fait quoi de venir voir sa meilleure amie qui a une chambre et puis vous n'avez pas de chambre? Ça vous frustre un peu, hein? Il faut le dire, ça frustre. Mais comme on dit, c'est en Afrique, c'est la fraternité. Donc les jours besoin et je viens rester avec elle. Comme on dit, me laisse cambodger avec elle. Voilà. Et vous allez insister pour avoir votre chambre? Bon, les 2 premières années, j'ai insisté, mais ça n'a pas porté de fruits. Donc finalement, j'ai laissé tomber. Ah d'accord, d'accord. Et les avantages, les gens qui ont des chambres, ils ont quel avantage concrètement? Dites-nous. L'avantage, il y a la proximité, okay, comme je l'ai dit. Et puis il y a une facilité à pouvoir réviser les cours. Parce qu'ils sont déjà au sein de l'établissement, il y a plusieurs salles disponibles dans la soirée pour pouvoir réviser facilement. Ah d'accord. Mais c'est vers où? Vous avez cours où? Un truc comme ça, c'est au nouveau site. Au nouveau site, hein? Oui, par l'entrée de police. Donc on est sur la bonne voie, hein? Bien sûr. Ah d'accord. Et vous habitez où? Je suis à Blocos. À Blocos? Oui. Donc chaque jour, vous quittez Blocos pour venir faire les cours ici? Exactement. Mais il y a beaucoup de bâtiments, hein? Oui, tout ça, ce sont des bureaux ou bien ce sont des salles de classe? Ce sont des salles de classe. Ah bon? Oui. Ok. Est-ce que c'est bien l'université? Parce que des fois, on entend des choses, la grève, tout ça. Ça s'est calmé un peu maintenant, tout ça? Oui, ça s'est calmé. C'est bien, l'université, c'est bien. Il n'y a pas de problème maintenant, vous êtes sûr? Bon, c'est toujours... Ça ne peut pas être parfait, hein? Voilà, exactement. Ça ne peut pas être parfait. Mais je trouve qu'il n'y a pas... il y a un non-respect du calendrier même se sont fixés. Voilà. Ils vont nous dire par exemple qu'aujourd'hui on compose et quand on vient, on ne sait pas, il y a des problèmes qui surgissent et là, il va falloir reporter encore. C'est ça, ça nous perd un peu le temps. Ah, d'accord. Les autres sont en avance. Nous, on est toujours à la traîne. Ok. Là, on va comment? À gauche? Oui. Il y a un passage pour tourner là-bas? Oui. Pour aller devant votre amphi? Ok. Aujourd'hui, au moins, avec la voiture, je suis vite arrivée. Sinon, d'habitude, quand le minibus ne passe pas vite, il faut marcher jusqu'ici. Et souvent, bon, on arrive en amphi tout en sueur. C'est où? Ça ne présente pas bien. C'est lui qui est juste en face de vous. On va garer ici, on va vous accompagner? Ok. On y va?
la star d'aujourd'hui, l'étudiante star. Elle n'a pas de chambre en cité, mais aujourd'hui on la dépose. La voiture de la RTI, de matin, de la proximité la dépose. Alors chaque jour c'est comme ça, hein. C'est comme ça ton périple, quoi. C'est le trajet. Exactement. Et là où est l'amphi? C'est celui qui est là-bas? Oui, c'est Il faut aller tôt pour avoir la place à l'amphi. Oui, mais cette année, c'est mieux parce qu'on n'est pas tellement nombreux. Vous êtes combien comme ça? Comme on dit, les cours magistraux, c'est pas tout le monde qui vient. Là, c'est un TD ou bien c'est un cours magistral? En amphi, c'est un cours magistral. J'ai TD à 9h. Ah, TD à 9h. Ah, d'accord. Et est-ce que vous arrivez à percevoir tout ça, à assimiler les cours? Est-ce que ça se passe bien? Bien sûr, ça va bien. Comme on dit, c'est Dieu qui fait grâce. Ça va. D'accord. Et il y a des photocopies à faire, tout ça? Je suis les documents à acheter. Et comment vous faites ça? L'argent, est-ce que vous avez une bourse? J'ai une bourse, mais je n'ai pas postulé pour la recevoir. Donc, c'est papa qui paye directement. Aïe, aïe, aïe. Comment ça se fait que vous n'avez pas postulé pour la recevoir? Comment ça peut arriver, ça? Je peux dire la paresse et puis le délai, il est passé. Aïe, 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 aïe. Et il y a beaucoup d'étudiants dans cette situation-là? Bien sûr. Ah ouais? D'accord. Yvonne a quel âge? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Et Yvonne veut faire quoi plus tard? La magistrature. Ah, la magistrature. Ouh là là. Vous savez que demain mardi, on fait le droit à Matin Bonheur. Et donc, regardez, hein. Donc, vous voulez passer le concours de l'ENA? Oui. Être magistrate, juge, tout ça? Oui, oui. Yvonne Moquet, mesdames et messieurs, futur juge qui passe à Matin Bonheur. Quand vous allez avoir votre diplôme là, ne nous oubliez pas. Hein. Non, non. Dites qu'il y a un Matin Bonheur qui est passé. Exactement. Et Matin Bonheur vous a déposé. On a fait notre part. Et là, c'est l'amphi. Oui, On peut aller voir l'amphi? Vous pouvez y aller. Allez, on y va? On s'en va avec vous? Voir un peu l'amphi, comment ça se passe? Ok. Mais ce matin, je ne pense pas qu'il y ait assez d'étudiants. Ah, d'accord. Et pourquoi il n'y a pas assez d'étudiants aujourd'hui? Parce qu'il y a des jours où tu viens tôt et puis les profs ne gênent pas. Ah ouais? Exactement. Mais c'est dû à quoi ça? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des activités externes qu'ils exercent aussi. Vous voyez, le matin, c'est vide, hein? Quand on vient tôt, c'est bon. Bonjour, bonjour les gars. Bonjour, mon tout. Ah, c'est ça l'amphi. Et ça, comment on appelle cet amphi là? Ici, c'est l'amphi du nouveau site. Amphi G. Il y a des femmes qui sont en train de nettoyer. Et le cours, c'est à quelle heure? Peut-être à 8h30 par là, on commencera. 8h30, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête. On a été très heureux d'être en votre compagnie avec Yvonne, avec Ofumu, avec tous ces étudiants-là qui ont bien voulu jouer le jeu. On va terminer ici dans cet amphi-là, symbole vraiment de l'université qui se réveille avec ces femmes magnifiques qui préparent la salle pour nos étudiants. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. C'est Matin Bonheur. De bonheur. Voilà, c'était ça. Matin de la proximité. On a été très très heureux, comme toujours, d'être avec vous, d'aller toucher une réalité. Et merci beaucoup. Alors, Yvonne, je sais avec vos copines que les choses vont s'arranger pour vous, les conditions vont s'arranger. Vous savez que le gouvernement fait ce qu'il peut. Vous aussi, vous devez faire ce que vous pouvez pour aider le gouvernement. Le gouvernement va forcément vous aider parce qu'une jeunesse qui est bien encadrée vraiment donne de bons résultats et ça agit sur la productivité. Merci de vous débrouiller, merci de ne pas accepter la facilité. Merci infiniment au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur. Ok, je vous remercie aussi de nous avoir choisis et d'être venu toucher de près les problèmes que nous rencontrons dans ces lieux. Merci vraiment. Merci à tous. Matin Bonheur, émission d'utilité publique. On se retrouve tout à l'heure à la station avec Alix Kokola. Ciao, ciao. Merci à vous, Marcelin, et vos étudiantes de nous avoir fait partager toutes ces contorsions de la vie estudiantine. En studio, c'est maintenant place à Instant Vérité avec la sagace Gabrielle Zani. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, la gouvernance, la CEI, les alliances politiques pour 2020, l'actualité politique n'échappe guère au tranchant de son discours. La coalition patriotique pour l'émergence CPE, mouvement créé en 2015, veut bâtir une véritable nation. Son président fustige, approuve et désapprouve certains politiques. Alors, que veut exactement la CPE, la coalition patriotique pour l'émergence? Quelles sont les motivations réelles de la coalition dont le combat et le développement équitable dans le pays? De quel parti politique sera la CPE en 2020? Alors, mesdames et messieurs, pour répondre à ces questions, nous recevons ce lundi dans Instant Vérité Johnson Adiko,
ancien membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, et de la Galaxie patriotique. Johnson Adiko est le président du mouvement politique, la Coalition patriotique pour l'émergence CPE. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Johnson Adiko, vous êtes le président de la Coalition patriotique pour l'émergence CPE, créée en juillet 2015 avec différents leaders de la gauche ivoirienne. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de votre mouvement politique? Ce qui nous a motivé, c'est la déception de la classe politique. Vous savez, nous avons appartenu à la grande famille du FPI. Nous avons été de tous les combats. Et vous êtes sans ignorer que nous avons connu une crise post-électorale en 2011. Donc, juste après la crise post-électorale, nous faisons partie de ces jeunes qui avions demandé qu'un bilan se fasse sur non seulement la gestion des 10 ans de notre régime et comment a été gérée cette crise-là. Malheureusement, jusqu'en 2015, nos acteurs, nos leaders politiques que nous suivons n'ont pas accédé à cette requête-là. Donc nous avons décidé de prendre nos responsabilités parce qu'il fallait avancer, il fallait changer de posture. Donc nous avons pris nos responsabilités en créant notre mouvement. Alors parce que tout simplement les leaders politiques du FPI n'ont pas peut-être accepté de faire un bilan. Alors vous avez donc décidé de sortir et de créer votre mouvement. Alors selon certains observateurs, cet argument-là ne fait pas le poids. Voilà que cela ne doit pas être un argument pour vous emmener à sortir et à créer un mouvement politique. Mais vous savez que même un élève, quand il va à un examen, qu'il échoue ou pas, il fait un bilan. Vous savez, le manque de bilan est le premier pas vers l'échec. Aujourd'hui, l'histoire nous donne des raisons. Oui, mais le manque de bilan ne peut pas vous emmener à sortir, à créer un mouvement politique. Mais bien sûr. Vous sortez d'une crise. Le FPI peut-être est fragilisé. Le temps peut-être d'asseoir les bases pour faire un bilan. Mais nous avons attendu de 2011 jusqu'en 2015. Nous avons pris 4 ans à observer. Mais pourquoi, quand le président Afin-N'Guessan sort de prison, il demande les états généraux de la République? Mais c'est parce que c'est important, c'est une forme de bilan. Mais on aurait dû commencer à faire les états généraux du FPI. Ça n'a pas été fait. Alors, nous l'avons réclamé et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Au regard de ce que nous voyons, mais l'histoire nous donne raison. Selon certains militants du FPI que nous avons interrogés sur la question, ils disent que vous êtes à la recherche de la satisfaction d'un accomplissement personnel. Ah bon? Oui. Mais, chose qui est fausse, puisque quand vous regardez un peu notre mouvement, mais nous sommes sortis de toutes les chapelles politiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la transformation sociale des populations. Parce que les populations ont été laissées pour compte par tous les acteurs politiques. Alors, on va faire les choses beaucoup plus pratiques. Voilà, vous dites que ce que vous recherchez, c'est la transformation sociale du quotidien des Ivoiriens. Alors, eu égard donc à votre parcours syndical et politique, alors, quelle alternative propose la CPE? D'abord, notre souci, c'est de nettoyer d'abord notre maison. Vous savez, après la crise, comme on l'a dit, le bilan qui n'a pas été fait a permis aujourd'hui à notre opposition de mal se porter. Donc de nettoyer votre maison, ça veut dire quoi exactement? Mais il faut nettoyer l'opposition. L'opposition ne fonctionne pas bien. Aujourd'hui, quand on regarde les agissements de nos acteurs qui animent cette opposition-là, il y a problème. Et si nous prenons garde, mais ce que nous avons vécu en 2011, nous allons le revivre en 2020. Et c'est vous qui allez nettoyer l'opposition? Mais bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons prédit il y a 2 ou 3 ans. Et l'histoire nous donne raison. Vous-même, regardez un peu ce qui se passe. Mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Les divisions en interne, nous l'avons prédit. Nous avons dit que si un bilan n'était pas fait, mais voilà ce qui allait arriver. Et l'histoire nous donne raison aujourd'hui. Mais nous, qui avons notre avenir devant nous, mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Et vous savez, l'argument que les autres donnent pour dire qu'on cherche à avoir une satisfaction personnelle, mais c'est des raccourcis qu'on donne aux gens, c'est des raccourcis sur des préjugés. Alors, donc, on va faire beaucoup plus simple. Quel est donc le bilan de la CPE 4 ans après sa création? La CPE se porte bien. Parce que vous verrez que si vous allez sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens commencent à comprendre le combat de la CPE. Oui, ça c'est sur les réseaux sociaux, le combat de la CPE. Qu'est-ce que la CPE a apporté à la Côte d'Ivoire en 4 ans? C'est la question. Notre combat a été de faire en sorte que les Ivoiriens comprennent qu'il faut faire la politique autrement. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que les classes politiques aujourd'hui ne font plus rêver les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris qu'il faut regarder autre chose que ce qu'on nous a servi pendant 30 ans.
Et cette autre chose-là, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, si vous regardez les tendances, c'est quoi? Vous avez vu la montée des indépendants pendant les élections législatives et municipales. Mais c'est le combat de la CPE. Aujourd'hui, la CPE attire les populations à regarder dans les différentes offres politiques. La CPE a montré aux Ivoiriens qu'il ne faut plus suivre des personnes, mais il faut suivre des programmes. Mais aujourd'hui, petit à petit, cela commence à intégrer le quotidien des Ivoiriens. Donc ça, c'est le combat de la CPE. Et je vous dirai qu'en 2020, vous aurez des surprises. Vous verrez que les Ivoiriens ne vont plus suivre des acteurs politiques, mais vont plutôt suivre les offres politiques qui seront proposées. On ne suivra plus peut-être les acteurs politiques selon vous, mais on va plutôt regarder les offres politiques proposées par les hommes politiques. Alors, à vous écouter, à vous entendre, on assiste ces derniers mois à des alliances, entre partis et mouvements politiques. Alors, prévoyez-vous donc d'intégrer une plateforme? Non, vous savez, on a dit tout à l'heure que nous sommes déçus de la classe politique. Et c'est pour ça que la CPE, qui a fait le choix de sortir de sa chapelle politique, qui était le FPI, pour se mettre aux côtés des populations. Nous estimons que les populations ont été abandonnées par toute la classe politique. Parce que les problèmes que vivent les populations n'ont jamais été soulevés par l'opposition. Quand on entend parler de l'opposition, vous verrez qu'à chaque fois, les revendications de l'opposition sont des revendications politiques. Or, vous savez que nous avons tellement de revendications sociales à mener et que toutes ces revendications sont laissées pour compte. Qu'est-ce que l'Ivoirien veut aujourd'hui? L'Ivoirien veut bien manger, bien se loger et autres. Oui, mais en même temps, vous êtes un mouvement politique. Bien sûr. Voilà, nous allons vers 2020, nous sommes même à la porte de 2020. Alors, le FPI présidé par Pascal Affi-N'Guessan a créé son alliance, l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. Nous avons EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ensuite, nous avons une autre coalition, une autre plateforme du PDCI. Alors, vers quelle plateforme, vers qui allez-vous vous diriger en 2020? C'est de cela, vous, en tant que parti politique... Nous n'avons pas à nous diriger vers une plateforme. Ce que nous disons, les alliances ont fait rêver les Ivoiriens un moment. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les Ivoiriens se sont rendus compte que ces alliances-là n'ont rien apporté à leur quotidien. Aujourd'hui, ce que l'Ivoirien veut, c'est de regarder au-delà de ces alliances, quelle est l'offre politique qui incarne ces alliances. C'est ce que nous regardons. C'est ce que vous regardez. Donc nous, si le FPI peut faire toutes les alliances qu'elle veut, mais au-delà de ces alliances, nous allons regarder son offre politique. D'accord. Donc, autrement dit, vous êtes contre les alliances, contre les rapprochements des leaders politiques ces derniers mois. Henri Konan Bédié, le président Henri Konan, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés à Bruxelles. Alors, comment vous voyez cette alliance? Bon, c'est toujours bon pour des Ivoiriens de se rencontrer. Mais je pense que ces alliances, ces rencontres-là doivent être purement fraternelles. Maintenant, si c'est pour parler de notre avenir, moi, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vu toutes sortes d'alliances en Côte d'Ivoire ici. Et ces alliances-là n'ont pas changé quelque chose dans le devenir des Ivoiriens. Ils peuvent s'allier, c'est leur choix. Mais ce que nous disons, par contre, au-delà de ces alliances-là, il faut qu'on ait quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Et c'est ce que nous regardons. Donc, Bédié et Gbagbo peuvent se rencontrer, c'est leur choix. Mais ce que nous disons, s'ils veulent parler de notre avenir, alors il va falloir parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'ils se mettent au travail et qu'ils proposent une offre politique. Parce que ce n'est pas parce qu'on critique quelqu'un qu'on est capable de faire mieux que lui. Aujourd'hui, nous voyons un peu ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Nous regardons, nous observons, mais nous disons que celui qui veut faire l'alternative, il faut qu'il se mette au travail afin de proposer quelque chose de mieux. Bien, vous êtes de l'opposition, mais en même temps, vous êtes très ouvert à vous écouter ce matin. Donc, si l'offre politique proposée par le président Alassane Ouattara, je vais dire, vous satisfait, cela veut dire que demain, vous pouvez demander aux Ivoiriens de voter pour Alassane Ouattara. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de trouver des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Non, je vous pose la question. Mais nous n'allons même pas nous faire prier. Si la solution à nos problèmes se trouve dans l'offre proposée par le président Alassane Ouattara, je vous le dis droit dans les yeux, et qu'il faut que les Ivoiriens regardent, mais nous n'allons pas nous faire prier. Parce que vous savez, ce qui nous a entraînés dans les crises, c'est notre amour pour nos leaders. Nous n'avons pas fait des choix basés sur la raison. Et aujourd'hui, la crise nous a enseigné des leçons. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la solution à nos problèmes. Donc si l'offre politique portée par le président Ouattara répond aux aspirations de la coalition patriotique pour l'émergence, mais sachez que nous allons donner une consigne de vote à cette offre politique-là. Bien, alors, en même temps, dans vos discours, il y a beaucoup de contradictions. Vous qualifiez de tontine politique ce tour de passe-passe entre les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo à la tête du pays. Alors, comment comprendre ce que vous dites ce matin? Mais où est la contradiction à l'intérieur?
Mais en même temps, vous ne voulez pas, vous voulez qu'on passe la page des anciens présidents. Mais effectivement. Les anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Et en même temps aussi, vous ne voulez pas... Ce n'est même pas moi qui le dis. Le président Ouattara l'a dit, qu'il est prêt à passer la main. Quand je parle du président Ouattara, je parle d'une équipe. Vous avez parlé du président Ouattara. C'est que l'offre politique proposée par le président Ouattara sera portée par une équipe. Et que le président Ouattara l'a dit, qu'il est prêt à passer la main et nous le soutenons dans ce combat-là. C'est pour ça que nous militons pour qu'il y ait le retour à la limite d'âge dans la Constitution. Nous l'encourageons à le faire. Maintenant, la tontine politique dont nous parlons, mais vous avez remarqué pendant 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu toute forme d'alliance. Mais qu'est-ce que ces alliances ont apporté à la Côte d'Ivoire si ce ne sont que des crises? Donc pour nous, nous pensons que nos acteurs politiques ont eu 30 ans pour préparer des gens dans les différents partis politiques. Et il est temps que ces personnalités-là prennent le relais. Une dernière question pour terminer. La CPE aura-t-elle un candidat à la présidentielle de 2020? Pour le moment, nous n'avons pas décidé de suivre qui que ce soit. Nous attendons les offres politiques qui nous seront proposées. Et en fonction de ces offres politiques-là, nous allons donner la Est-ce que vous allez vous muer en parti politique? Pour le moment, ce qui nous intéresse, nous voulons rester un mouvement politique parce que les partis politiques, le fait de chercher à conquérir le pouvoir d'État, sont souvent démagogues dans leur démarche. Donc nous voulons rester un mouvement politique pour porter les aspirations des populations, pour porter les difficultés que vivent les populations. Donc pour le moment, notre combat se limite à ce niveau-là. Johnson Adiko, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci d'être venu à Instant Vérité donner ses explications sur la CPE, la Coalition Patriotique pour l'Émergence, que vous définissez comme l'espoir de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, Instant Vérité pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est terminé. Restez avec nous dans Matin Bonheur. Retrouvez Alix tout de suite, dans quelques instants après la pub. Professionnels des entreprises et organisations, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres Campissé vous propose des programmes de formation diplômants ou qualifiants en management et leadership, diplomatie, protocole de gestion, ressources humaines et bien d'autres. Le Centre dispose d'expertise dans le domaine spécifique comme la formation des formateurs, la formation des consultants. Au Campissé, c'est aussi la formation à distance par téléenseignement et le e-learning. Le Campissé, c'est 6 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. Le Campissé est situé au centre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au Campissé se joue le destin de nos États en matière de formation. Du 1er au 15 décembre 2019, le Conseil national des droits de l'homme CNDH organise la quinzaine des droits de l'homme. Ces 15 jours dédiés aux droits de l'homme seront ponctués par plusieurs activités, dont une opération don de sang. La célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à l'école des sourds de Yopougon, une journée de sensibilisation éclatée dans des établissements scolaires, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme au terrain de la cité universitaire d'Agamemnon-Liansville, la remise du prix des droits de l'homme, des journées portes ouvertes au siège du CNDH, un tournoi doté du trophée des droits de l'homme à l'école de police, partenaire, acteur des droits de l'homme. Vous êtes tous conviés à cette quinzaine pour contribuer au respect des droits de l'homme. Sous le patronage de M. Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique, sous le parrainage de M. Seredo Célestin, président du conseil régional du Guémon. Québec Production organise les 21 ans de carrière de l'artiste Pain Lenou, l'icône de la musique web, samedi 14 décembre 2019 à 19h au Palais de la Culture de Treichville. Programme Pain Lenou en concert live avec Bellamondo et la participation d'une dizaine d'artistes. Contact 07 66 21 70 44 04 17 47. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman.
Nouveau rendez-vous de l'actualité, cette fois hors de nos frontières. Bonjour à tous, merci de nous suivre. En Algérie, à 3 jours de l'élection présidentielle, les 5 candidats en lice ont tenu hier leur dernière conférence de presse et leur ultime meeting. Après 22 jours de campagne électorale et un débat télévisé inédit, aucun des 5 candidats à l'élection présidentielle ne semble se détacher dans l'opinion publique. Les 5 hommes ont tenu des meetings principalement dans les villes du sud et du centre, peu dans le nord. C'est pourtant là que vit la majorité des Algériens. Les Français s'attendent à une grosse pagaille aujourd'hui et demain dans les transports paralysés depuis 4 jours par une grève contre une réforme des retraites défendue par le gouvernement et qui menace de s'installer dans la durée. La SNCF prévoit de faire circuler seulement un TGV et un Transilien sur 5. Réaction. La journée de lundi va encore être extrêmement compliquée pour tous nos passagers puisque le réseau sera encore extrêmement perturbé. On parle d'environ entre 15 et 20% du trafic. Ça veut dire un léger mieux, mais qui ne correspond pas du tout aux besoins sur une journée classique comme un lundi. À Paris, une centaine de personnes marchent pour réclamer justice et protester contre les violences policières à l'appel des maires de lycéens arrêtés en 2018. Justement, le 6 décembre 2018, après 3 jours de heurts en marge du mouvement de protestation lycéen, 151 jeunes âgés de 12 à 21 ans avaient été mis à genoux, tenus en respect par des policiers. La scène filmée par un policier qui commentait en disant « Voilà une classe qui se tient sage » avait filtré sur les réseaux sociaux et provoqué un tollé. On poursuit avec cette information surprenante. Une simple banane scotchée à un mur. L'œuvre intitulée Comédiane, signée de l'artiste italien Mauricio Cantlan, a été acquise par un collectionneur français pour 120 000 $, soit 60 millions de francs CFA. L'œuvre était exposée samedi à la foire à Art Basel à Miami, aux États-Unis. Du football, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à Bordeaux hier en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Score final 3-1, un succès après une première mi-temps en demi-teinte, un deuxième axe parfaitement maîtrisé dans le sillage d'un duo. Payet-Rongier en forme au tableau des classements. Marseille deuxième à 5 longueurs de Paris. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. Merci à vous, Régis Kofi. On espère que cette œuvre-là, elle est à l'instar de la rose éternelle. C'est une banane éternelle pour pérenniser l'investissement de cet acquéreur. Et Marcelin, il nous a rejoint. Coucou, oui, ça va? Oui, ça va, Alix, et vous? Alors, ça va. C'était comment à l'université? Je suis rentré retourné en vos années jeunesse. Dans les années, voilà. C'était une balade fructueuse, une cavalcade vraiment enrichissante avec les réalités. Les Ivoiriens, nous l'ont dit, ils veulent la proximité. On est allé, on a vu que ces étudiantes, elles ont quoi? 18, 19, 20, 21 ans. Déjà se débrouiller aussi à cet âge-là, essayer d'être indépendante. Voilà, de façon légale, sans avoir d'autres choses. Vous savez, un peu. C'est vrai, exactement. Il faut féliciter ça, ne pas passer par la petite porte avec tout ce qui se dit quant à la prostitution sur les universités. Elles sont vraies. Ces jeunes filles-là sont vraies, ça donne à leur étude et annexement, elles ont quelques petits boulots ici pour. Et puis quand c'est comme ça, quand elles arrivent en entreprise, c'est plus facile d'avoir la culture de l'entreprise, justement. Vous avez lancé le sujet. Notre invité est déjà en plateau, en la personne de Madame Nelly Tioko. Elle est senior consultant en ressources humaines, avec elle on parle de la culture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est et à quoi sert-elle? C'est dans quelques instants, juste après jingle. Madame Tioko, bonjour. Bonjour. Alors, voilà, on est dans le giron de la formation de l'entreprise avec les étudiantes, avec tout ce qu'on a eu ici comme information. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle culture d'entreprise? Alors déjà, je vous remercie pour cette opportunité que vous donnez aux gestionnaires de ressources humaines de pouvoir s'exprimer et bien sûr partager leurs différentes activités avec les téléspectateurs ivoiriens. Alors d'entrée de jeu, il faut dire que vu de l'extérieur, toutes les entreprises sont pareilles. Donc en termes d'ateliers, de circulation d'hommes et de femmes. Mais lorsqu'on fait une analyse beaucoup plus approfondie, on se rend compte que les entreprises ne sont pas comparables les unes aux autres. Et justement, c'est l'ensemble de leurs pratiques qui fondent un peu leur identité.
Donc la culture d'entreprise peut se définir comme un ensemble de pratiques, de méthodes, mais également d'agissements que partagent un certain nombre d'employés au sein d'une organisation. D'accord. Alors, partant de la définition, il faut savoir que nous avons par exemple plusieurs sociétés qui exercent dans un même domaine, mais ne vous y trompez pas, chaque entreprise a sa culture d'entreprise propre à elle et on va essayer maintenant de déceler les composantes de la culture d'entreprise. Tout à fait. Alors, quand on parle de culture d'entreprise, il faut dire qu'il y a des éléments qui la distinguent et des éléments qui la composent. Alors, ces éléments-là sont en premier lieu la région dans laquelle l'entreprise se situe, son activité première, donc en termes de formation, de métier. Et il y a aussi les fondateurs de l'entreprise. Et les fondateurs de l'entreprise, on a le code vestimentaire, on a le langage, on a les habitudes socio-culturelles, on a la communication, donc le langage qui distingue et qui compose en fait une entreprise. Donc c'est une double identité. Il y a une identité interne et une identité externe. Bon, on ne dirait pas double identité, on va dire multiple. On va dire multiple, mais en fait, c'est le facteur externe qui influence notamment le facteur interne. Et comment précisément? Alors, de façon précise, on peut se retrouver dans une entreprise, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, si on se retrouve dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous comprenez que les pratiques au sein du nord ne sont pas semblables aux pratiques au sein du sud. Donc déjà, ça va impacter l'entreprise en elle-même. Ça, c'est l'aspect extérieur. Au niveau de l'aspect intérieur, ça va être les habitudes ou généralement le fondateur, donc celui qui a l'initiative de l'entreprise. Allez-y. Celui qui a l'initiative de l'entreprise. Donc, ce sont ces valeurs qu'il va apporter au sein de l'organisation qui vont impacter notamment... Madame, parce que une entreprise, de base, est universelle. Que l'entreprise soit à Korogo, à Tokyo, l'idée de base, c'est faire du profit. Le chiffre. Ah, mais voilà, donc je ne comprends pas pourquoi à Korogo, est-ce qu'on se laisse noyer par l'environnement ou bien on se dit, bon, quel que soit l'endroit où on est, l'entreprise, c'est l'entreprise. La RTI qui est à Abidjan, comme à San Pedro, à Boaké, c'est le même directeur général, c'est le même directeur général, c'est le même logo, voilà. Alors, quelles sont les spécificités, si on peut dire ça comme ça? Bon, si je prends toujours le cas de la RTI, c'est le meilleur cas école que nous avons sur ce plateau. Donc la RTI qui se trouve à Boaké et la RTI qui se trouve à Abidjan est certes la même RTI. Mais vous allez avoir des habitudes et des pratiques de la RTI de Boaké qui ne sont pas des habitudes et des pratiques de la RTI d'Abidjan. Si on veut illustrer nos propos, on peut dire qu'on prend un jour de la semaine où il y a peut-être une tenue vestimentaire qui est commune aux salariés de la RTI de Boaké, mais qui n'est peut-être pas commune aux salariés de la RTI d'Abidjan. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été formalisé en fait. Parce que justement, c'est ça la particularité de la culture d'entreprise, c'est que ce n'est pas formalisé, c'est la chose la moins formalisée au sein de l'entreprise. Donc c'est un peu comme quelque chose qui est inné, c'est un peu comme une personnalité. Vous pouvez vous trouver à Abidjan, vous trouvez des personnes à Tokyo, mais vous allez voir qu'elles sont différentes. Elles peuvent être des Ivoiriennes, mais ces personnes vont être différentes. Donc c'est un peu l'identité même de l'entreprise. Quand vous nous dites que ce n'est pas formalisé, pourtant c'est insufflé par le management de haut, alors qu'est-ce à dire? C'est chaque entité, chaque démembrement de la structure maintenant qui essaie d'apporter son grain de sel à une entreprise dûment constituée peut-être par un groupe ou voilà, un État. Comment ça se passe? Bon, il faut dire que le top management, lui, il lance un peu il jette les dés. Il jette les dés. Il jette les dés. Mais en réalité, ce n'est pas une attitude qui est formalisée. Donc, vous voyez, ce n'est pas des instructions qui sont données. Ce sont des pratiques. Vous pouvez arriver dans une entreprise, dans une salle de réunion, et vous allez voir qu'il y a un siège qui n'est pas occupé. Mais ce n'est pas dit. Mais c'est tout simplement, ça fait partie des habitudes. On sait que là, c'est le siège du boss, donc personne ne s'installe dans ce siège-là. Donc, c'est un peu comme ça que c'est chez nous. C'est vrai. Ce que vous dites là, c'est parce qu'il y a des entreprises où on attrape le sac, où les bureaux sont fermés. Alors que de plus en plus, on assiste à une émergence de nouvelles cultures d'entreprise où ce qui est de base, c'est la transparence. Les bureaux sont ouverts, c'est décloisonné, il y a des vitres au lieu de murs, voilà, en style start-up. Alors, et ça prend du temps. J'aimerais avoir votre avis par rapport à la culture d'entreprise et la sociologie du lieu.
Alors, il faut dire que c'est deux thématiques différentes. Parce que quand on parle de culture d'entreprise, on parle d'habitude, on parle de pratique, on parle de comportement. Ça fait partie de la sociologie? Oui, ça fait partie de la sociologie, certes. Mais la sociologie, elle est beaucoup plus grande. Parce qu'elle prend un aspect beaucoup plus grand en termes de psychologie également. Alors que dans la culture d'entreprise, nous sommes en train de regarder un peu les bonnes habitudes qui se font au sein de l'organisation. Parce que c'est ce qui est communiqué sans être formalisé. Donc c'est un peu ça qui diffère. Parce que communiquer sans être formalisé. Communiquer sans être formalisé, en effet. C'est dire que quand j'arrive dans une entreprise, comme les anciens ont tendance à le dire, quand tu vas dans un village, si on marche sur la tête, essaie de te mettre sur la tête. C'est bien décrit là? Oui, c'est bien décrit. Et je vais illustrer un peu votre propos. Vous voyez, pour les entreprises de marque, les parfumeries de marque, on ne connaît pas l'histoire de leur inventeur, de leur créateur, de leur fondateur. Il y a toujours ce mythe-là qui demeure. Donc, eux, par exemple, ils ont cette culture du secret. Comme si vous prenez une entreprise qui est leader dans le domaine des boissons de soda, vous allez voir que ces entreprises-là, elles ont la culture du secret. Parce qu'on ne sait pas... Avec la précieuse formule. Exactement. On ne sait pas quels sont les composants. Même quand elles vendent les licences, il y a toujours ce mythe qui demeure. Il y a quelque chose qui ne va pas être complet. Alors, une culture d'entreprise, ça soit pendant des années, ça ne vient pas comme ça, tic au tac, ça se construit, mais il y a l'histoire de l'entreprise, il y a les us et coutumes de l'endroit où on est. Et puis aussi, moi j'aimerais demander, à quel moment on se dit, oui, cette entreprise a une vraie culture? Ça se distingue à quoi? Bon, elle se distingue au cas par cas. Elle se distingue au cas par cas parce que c'est l'identité de l'entreprise. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas la détecter comme ça aussitôt. Elle se distingue au cas par cas, mais il y a aussi un élément qui est fondamental, c'est qu'elle est initiée par les fondateurs de l'entreprise. Et donc, justement, à partir de là, de l'intérieur, les salariés ne peuvent pas dire « voici notre culture d'entreprise » parce qu'ils n'ont pas assez de recul pour pouvoir faire cette analyse. Donc, c'est pour ça que généralement, on fait appel aux consultants. Alors, c'est vrai, quand vous parlez de consultants, parce qu'on allait en venir, pour un nouvel employé qui intègre une entreprise, vous nous avez dit ici que ce n'est pas formalisé en tant que tel. Comment il réussit à s'imprégner tout de suite de la culture d'entreprise pour se fondre dans la masse? Justement, l'une des valeurs de la culture d'entreprise, c'est la convivialité, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est la tolérance, c'est le respect. Donc, c'est l'ensemble de ces valeurs-là qui font que lorsque une entreprise est bien structurée et qu'il y a un plan d'intégration du nouveau salarié, lorsque le salarié arrive, il est tout de suite pris en charge, soit dans un système de mentoring, soit dans un système d'accompagnement, de tutorat. Et donc, tout de suite, ce salarié-là, on lui inculque ses valeurs sans qu'elles ne soient formalisées. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui m'ont raconté des choses à dormir debout, Alix. Ils arrivent dans un endroit où ils veulent promouvoir la culture d'entreprise. Le directeur régional de la zone va venir lui envoyer quelqu'un pour travailler chez lui. Le préfet, le ceci, le cela, toutes les personnalités de la région vont envoyer au moins une quinzaine de personnes travailler. Est-ce que ça, ce genre de pratique en Afrique, surtout dans nos pays africains, ça ne force pas la culture d'entreprise? Non, pas du tout. Quelle culture d'entreprise on peut avoir avec des gens qu'on n'a pas recrutés sur leur base intrinsèque, sur leur formation intrinsèque? Non, alors là, ça c'est une autre problématique. Mais ça peut fausser la culture d'entreprise. Vous convenez avec moi? Oui, bien sûr, parce que dans tous les cas, la culture d'entreprise, elle a des limites. Voilà. Elle a des limites dans la mesure où, quand elle est trop forte, elle peut être un blocage au développement. Donc, c'est clair que de telles pratiques ne sont pas encouragées, mais il faut sensibiliser les chefs d'entreprise à recruter des personnes compétentes sur la base d'un profil qui a été rédigé et des compétences qui sont connues et qui sont recherchées. Justement, pour enchérir sur l'intervention de Marcelin, quand vous parlez de recrutement, là, c'est un recrutement, on va dire, un peu, entre guillemets, sauvage, de personnes qui arrivent, on ne sait d'où, sans base vraiment palpable. Le recrutement aussi intègre la culture d'entreprise. Je veux dire que c'est des croisements qu'on fait pour pouvoir se dire que celui-là, il peut intégrer notre entreprise. Tout à fait, et je complète un peu votre problématique pour dire un peu que, justement, souvent, ce qu'on peut rencontrer comme situation, c'est que on a un candidat qu'on veut recruter, on se dit, oui, celui-là, il nous ressemble. Donc, par rapport à ça, on veut le recruter. Il est de notre style, il a quelque chose qui va avec nous. Mais ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. La première chose, ce sont les compétences qu'il faut regarder. Mais après, il faut que ce soit prédominant, parce que c'est vrai qu'il y a
des structures ici sur la place. Quand on les voit, c'est sûr qu'on tout de suite on dit oui, lui là il est de telle entreprise parce qu'ils ont un comportement propre. Il y a un body language. Voilà, il y a un body language. C'est ça justement la culture une d'entreprise. gestion propre à eux. Quand vous là, on dit que la culture d'entreprise, par exemple, comme Alix l'a dit tout de suite, là, quand on voit par exemple un gars qui est dans une maison de téléphonie ou autre, on les reconnaît tout de suite. Donc, ça veut dire que... Un snob un peu. Donc, ça veut dire que c'est réussi comme ça. Oui, on peut dire que c'est réussi parce que vous allez voir que les personnes qui vont candidater dans ces entreprises-là vont regarder cet aspect-là. Parce que pour elles, ça fait partie des valeurs positives en fait. Et vous allez voir que l'entreprise va même cultiver ça. Il y en a qui vont un peu plus loin. Au niveau de leur couleur, ils essaient d'initier leur couleur dans les tenues vestimentaires à travers des cravates de couleur, des chaussettes de couleur. Donc tout ça, ça fait partie de la culture positive. Mais la culture d'entreprise a un prix, madame. C'est un coût. C'est un coût, il faut qu'on en parle parce que les chefs d'entreprise qui nous regardent vont dire oui, c'est bien beau tout ça, ce qu'ils disent ces trois personnes-là. Ce qu'elles disent, pardon, ces trois personnes-là, mais c'est un coût. Comment on quantifie ça? Comment on fait? Est-ce qu'il y a un audit qu'on fait pour essayer de dégager le budget pour la promotion de la culture entreprise? Faut dire qu'on peut dégager un budget, mais sauf que... En se basant sur quoi? Il faut faire d'abord une analyse. Il faut faire une analyse. Il faut qu'on fasse une analyse beaucoup plus approfondie d'abord pour savoir au niveau de telle entreprise, quelle est sa culture d'entreprise et quelles sont les composantes de sa culture. À partir de là, on peut tout de suite faire le budget parce qu'on arrive à identifier les différents éléments. Nous, par exemple, quand un de nos employés s'en va en mission, voici les frais de mission qu'on doit lui donner, voici dans quel genre d'hôtel il doit dormir, voici où il doit manger, parce que c'est un ambassadeur de la marque. Bien sûr, toujours pour enchérir votre exemple, lorsqu'on vous voit, tout de suite, on a envie de venir travailler à la RTI. Merci beaucoup. Merci. À ce niveau-là, la culture d'entreprise est quelque chose de flexible ou d'évolutive. Alors, la culture d'entreprise, elle rejaillit du passé et elle va vers le futur. Donc, c'est clair que tout de suite, elle doit être inculquée au nouveau. Donc, bien sûr, elle est évolutive. Mais en même temps, aussi, comme on l'a dit tantôt, il faut pouvoir la détecter, pouvoir l'inculquer au nouveau. C'est surtout ça qui fait sa difficulté. Donc, le cheminement de détection et de transmission, ça passe par quoi? D'abord, ça passe par les anciens. Ça passe par les anciens. Parce qu'il faut qu'on ait fait un certain nombre d'années ou de temps dans une organisation pour savoir plus ou moins quelle est sa culture. Et à partir de là, on pourra l'inculquer aux autres. Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent dans les entreprises. Quand le nouveau vient, il y en a comme Marco qui accueille à bras ouverts Alix, Alix vice-versa. Mais il y en a aussi qui vont faire la rétention d'informations. Ah, lui, là, il vient pour prendre ma place. C'est là le volet psychologique de la culture d'entreprise. Là, on est dans la mystification même de transmission. Non, on a eu l'habitude de faire ça comme ça. Faut pas leur dire. Faut pas le dire, il faut cacher. On a des idées ici de stagiaires qui ne peuvent pas toucher le pupitre. On l'envoie aller acheter quelque chose. Il ne saura jamais comment ça marche. Comment faire pour vraiment conscientiser les gens au niveau psychologique? Comment ça se fait en tant que gestionnaire des ressources humaines? Comment on fait ça? C'est un travail, hein? Oui, bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Le gars, il est là depuis 40 ans. Et il a peur aussi peut-être du jeune homme qui arrive avec d'autres compétences et tout. Donc, il ne connaît pas les nouvelles technologies, il a peur. Et sa peur, je veux dire, sa peur peut être légitime, entre guillemets. Oui, comment on fait pour le convertir, entre guillemets? Mais bien sûr, et la peser en même temps. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, il y a pas mal quand même d'activités qu'il faut mettre en place. Déjà, il y a un plan de carrière qu'on doit pouvoir déployer. De sorte à ce que quand on est dans une organisation, on ne peut pas être à la même position depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et il faut pouvoir actualiser les compétences des salariés à travers des formations. Il faut pouvoir les mettre à jour. Donc, quand on a mis en place tout ce processus organisationnel, il n'y a pas de raison que lorsqu'on a une nouvelle recrue au sein de l'organisation, on ne puisse pas partager ces valeurs-là. Parce que ce sont des valeurs, en fait, de l'entreprise. Donc, ce sont des choses à communiquer, à partager. En toute sécurité, en toute sérénité. C'est avec plaisir, justement, qu'on partage les choses qu'on connaît. Quand on connaît quelque chose, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il faut tout dire à quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement? Oui. Qui est en CDD, par exemple. Il faut préserver aussi peut-être une certaine confidentialité sur certaines pratiques. Il est en CDD. Est-ce qu'on lui dit tout? Non, en fait, quand on dit tout, il y a du tout et il n'y a pas du tout. C'est quel tout? Dites-nous tout sur ce tout qui n'a pas de tout. En fait, le tout qu'on pourrait lui dire, il y a des choses qui vont se faire dans le temps.
Des choses qui vont se faire dans le temps et la manière de travailler, les habitudes au sein de l'organisation, ce sont des choses qu'il va découvrir au fur et à mesure. Quand on vient chaque matin, il y a un doyen là, à la fois le saluer, exactement. Ne le salue pas. C'est pas ce qui peut t'arriver. L'onomatopée il y a une là, maman après. qui s'assoit là-bas et critique beaucoup, donc il faut la saluer aussi pour dévancer. C'est ce qu'on fait. Non, mais après ça, je pense que ça, c'est vraiment pour mettre une bonne ambiance. Parce que c'est ça aussi, l'une des valeurs de la culture d'entreprise, c'est qu'il y a une bonne communication au sein de l'entreprise, il y a une convivialité, il y a une tolérance aussi. Hein, parce que justement, ce doyen à qui on va dire bonjour, c'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est parce qu'il y a un certain respect qu'on lui voue. Et c'est par rapport à ce respect-là qu'on va lui dire bonjour tous les matins. Justement, parlons de la bonne ambiance, de l'environnement de travail. Si les bases ne sont pas aussi établies, ça va être compliqué parce que le management insuffle une culture d'entreprise. Mais si au niveau même des agents, on s'est cloisonné au sein de chaque département, ben nous, on est de tel style, c'est nous les plus intelligents, les autres, on a des noms ici qu'on entend. Hein. Donc déjà, c'est sectarisé. Est-ce que ça ne met pas mal véritablement la culture d'entreprise? Justement, c'est l'un des inconvénients. Ah ouais. Le clanisme. C'est l'un des inconvénients parce que justement, vous avez une partie de la population qui reconnaît ses valeurs et l'autre partie de la population qui ne reconnaît pas ses valeurs. On reconnaît à sa manière. Non, on ne dirait pas à sa manière, mais qui ne reconnaît pas parce que les valeurs sont censées être partagées. Donc, à partir du moment où on a déjà un groupe qui ne se reconnaît pas dans ces valeurs-là, donc c'est l'une aussi, l'un des inconvénients également. Vous parlez, quand on parle de culture d'entreprise, ne nous leurrons pas. Hein. L'ambassadeur de la culture d'entreprise, c'est le premier responsable de la structure. Quelles sont les attitudes d'un responsable, d'un directeur général, d'un patron qui vraiment a une culture d'entreprise, de la culture d'entreprise? Alors, il faut dire que... Il se comporte comment au quotidien? Il communique avec ses salariés. Il faut montrer l'exemple. Comment? En montrant. Il communique avec ses salariés. Il y a 17 personnes qui viennent attraper son sac. Il faut qu'il communique. Non, la communication passe par quoi? Il y a des endroits où quand le bureau, quand le patron passe, personne, c'est-à-dire personne ne doit être là. Personne ne doit être là. Le patron doit passer sur. Alors que le patron doit communiquer, il doit s'arrêter pour saluer. Il doit être vraiment très bien intégré. Oui, bien sûr, mais en fait après aussi. Peut-être qu'il essaie de créer un mythe autour de sa personne. Donc ça c'est un autre aspect. Après aussi, c'est la personnalité, le style de management qu'il a envie de véhiculer. Et donc, il faut dire Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que... Oui, qu'est-ce qui est bien? Déjà, en style et en mode de management, il n'y a pas un management qui est préconisé comme ça, tout de suite comme ça. Parce qu'il faut déjà faire une analyse en fonction du type. Il faut faire un diagnostic pour essayer de détecter d'abord quel est le mode ou le style de management qui est déployé au sein de l'organisation. Après, c'est aussi aux responsables de l'entreprise de démystifier les choses autour de lui. Par exemple, si dans une salle de réunion, il y a un seul siège qu'il a l'habitude d'occuper, il peut changer de siège pour ne pas qu'on puisse identifier ce siège comme étant le siège du top manager, au point auquel, quand on arrive dans cette salle de réunion, même quand il n'est pas présent, personne n'a envie de s'asseoir. Il ne faut pas qu'on dise derrière qu'on a envie de prendre sa place. Voilà. Donc, c'est à lui de pouvoir mettre ses salariés en confiance et puis pouvoir leur dire que voilà, nous sommes dans une organisation où on a besoin de travailler les uns avec les autres parce que ce sont les compétences de chacun qu'on met en avant. Et justement, à ce stade de nos propos-là, pourrions-nous parler on va dire, du bénéfice de la culture d'entreprise? Oui, les bénéfices, c'est surtout les avantages. Hein. Donc, ce que ça va inculquer, ça va permettre à ce qu'il y ait une réussite au niveau de l'organisation parce que quand les valeurs sont partagées, c'est clair qu'on se reconnaît, on a un sentiment d'appartenance. On est à l'aise au travail. Bien sûr. On est à l'aise et ça agit sur la productivité. Exactement. Donc, on est à l'aise, on a un sentiment d'appartenance qui est développé. Et donc, tout de suite, on travaille correctement et on produit efficacement. Voilà. Merci en beaucoup. tout cas, merci beaucoup, Madame Nelly Tioto. Vous êtes Tioko, pardon. Vous êtes senior consultante en ressources humaines. Avec un joli teint noir. Hein, exactement, un beau teint d'ébène. Voilà. Et puis moi, j'ai tranché au milieu. En tout cas, merci. Merci de nous avoir suivis et puis de nous avoir fait partager la culture de l'entreprise. C'est la chose qu'on espère aussi partager dans notre structure et dans toutes les structures d'ailleurs. Bonne journée à tous, belle journée de travail et puis on se revoit demain. Ciao, ciao.